Les frais de scolarité des écoles de commerce s'envolent en France. Ces frais sont-ils justifiés? Quel est l'impact pour les étudiants? On en parle avec nos invités. Léon Loluza, vous êtes directeur de l'ESCP. Bonjour. Bonjour. Julien Leterrier, vous êtes président du BNEM, Bureau national des étudiants en école de management. Bonjour. Bonjour. Et vous étiez étudiant à l'ICN, hein, c'est ça, voilà, une école de commerce. Et Paul-Henri Ouallet, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour Paul-Henri. On va parler de l'épineux sujet des frais de scolarité qui intéressent évidemment toutes les familles. Les écoles sont de plus en plus chères et cette année, un cap a été franchi avec HEC, Paul-Henri. Oui, effectivement, dans la meilleure école de commerce de France, les frais de scolarité ont encore grimpé et ils ont passé la barre symbolique des 70 000 € pour un cursus complet. Donc pour en 3 ans. Hein, en 3 ans, c'est ça, voilà, pour pas chaque année non le plus. programme Grande École, qui est le cursus phare en école de commerce. Et donc, à HEC, les étudiants doivent désormais débourser près de 22 950 € par an, donc sur 3 ans, comme vous l'avez dit. Ça représente une augmentation de 75% sur les 10 dernières années qui viennent de s'écouler. Alors, mais est-ce que toutes les écoles sont aussi chères finalement ou... Non, pas du tout. En fait, les frais de scolarité sont à peu près corrélés au classement des écoles de commerce, que ce soit les classements donc, nationaux. Et en règle générale, mieux une école est classée et plus la facture va être salée pour les étudiants. Ainsi, quand on regarde les écoles du top 5, on a parlé d'HEC, mais il y a aussi l'ESSEC, l'ESCP, l'EDEC et l'EM Lyon, eh bien, on constate que les frais de scolarité tournent à peu près autour de 60 000 € pour un cursus complet. Avec un peu plus pour le SCP, vous êtes à 65 000 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et quand on regarde ensuite dans la suite du classement, dans le top 15, on trouve des écoles comme Toulouse, TBS Éducation ou Neoma. Là, on se situe plutôt autour de 50 000 €. Et puis plus bas dans le classement, on trouve même des écoles comme l'IMTBS, qui est 16e et qui plafonne aujourd'hui à 30 000 € pour un cursus complet. Ce qu'on constate en revanche, c'est que la tendance à la hausse est la même partout. Et quand on regarde l'évolution moyenne du prix du programme Grande École, elle est à 84% donc de hausse selon le site Mister Prépa. Alors où va tout cet argent ? Eh bien, en fait, une grande partie est réinvestie dans le recrutement. Faut savoir que pour exister dans les classements internationaux, les écoles doivent contribuer à la recherche dans chacune de leurs disciplines. Elles vont donc recruter des enseignants-chercheurs de très haut niveau et leur mission principale ne va pas être forcément d'enseigner, mais de produire des articles qui vont être ensuite publiés dans des revues scientifiques reconnues. Et ces publications, donc, elles vont contribuer au rayonnement de l'école, mais le salaire de leurs auteurs est en général assez élevé. Ça représente qui acquiesce. Un coût assez important, voilà. Et quand on regarde, par exemple, récemment les comptes de l'ESSEC qui avaient été décortiqués, et on constate que les dépenses en frais de personnel ont augmenté de 35% dans cette école entre 2019 et 2024, et c'est notamment à cause de ces investissements dans les salaires. Est-ce qu'il y a d'autres postes de dépenses qui ont augmenté ? Alors oui, et c'est notamment dû aux accréditations que les écoles doivent avoir pour pouvoir rayonner à l'international et pour pouvoir acquérir une certaine reconnaissance. Donc ces accréditations sont des labels comme AACSB, Equis ou encore AMBA. Ce sont des labels indispensables pour leur attractivité, mais ils imposent un cahier des charges qui est assez étendu. Déjà, il faut payer pour pouvoir obtenir ces accréditations, mais en plus de ça, eh bien, les accréditations vont imposer d'avoir une certaine qualité de la formation, un recrutement plus exigeant et aussi des dépenses en infrastructure. Et en fait, aujourd'hui, les écoles investissent massivement pour avoir des campus modernisés, des amphithéâtres connectés ou des espaces de vie étudiante de qualité. On voit qu'aujourd'hui, il y a des campus en école de commerce qui sont vraiment somptueux. Et tout ça, évidemment, ça a un coût. Et enfin, autre poste de dépense, eh bien, c'est tout simplement, autre raison de la hausse des frais de scolarité, eh bien, c'est l'inflation, puisque les écoles doivent, comme toute entreprise, s'adapter à l'évolution l'évolution générale des prix, et ça contribue mécaniquement à la hausse des frais de scolarité. Alors, donc on voit, Léon Loluza, j'ai envie de commencer par vous poser cette première question. On voit qu'il y a
une augmentation générale des frais de scolarité. Et on a l'impression que ça pourrait continuer comme ça encore des années. Est-ce qu'il y a un moment, un palier? Là, on a atteint les 70 000 euros pour HEC. Aux États-Unis, on dépasse parfois les 100 000 euros pour une année. Est-ce que on a l'impression que c'est sans fin? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Paul-Henri. En fait, d'abord, vous rappelez le contexte. Pourquoi justement vous avez évoqué dans les 10 années, il y a une évolution très importante en termes de frais de scolarité. Est-ce que vous savez quel est le prix de l'excellence? Alors, le prix de l'excellence à l'ESCP, le coût réel, c'est 25 000 euros pour le programme Grande École. Alors que nous, on a fait le choix de facturer, là je parle de la rentrée 2025, là vous parlez des chiffres de 2026 pour la rentrée. En fait, le coût annuel, il est de 20 000 euros. Alors on a fait le choix de facturer, en tout cas offrir moins cher que le coût réel. Pourquoi cela? Et pourquoi on a fait cette évolution, nous? C'est en raison qu'avant, on avait les chambres de commerce offraient des subventions. Vous savez, on reçoit 0 financement public, comme vous savez. Et donc, c'est la raison pour laquelle les chambres de commerce ont le SCP a été créé par la Chambre de commerce de Paris. A été racheté par la Chambre de commerce en 1869, mais c'était créé par un groupe d'entrepreneurs, donc le professeur Jean-Baptiste C. Et après, c'était vendu et repris par la Chambre de commerce depuis 1869. Mais tout ça pour vous dire que dans la mesure où les chambres de commerce n'ont plus en raison de la baisse de leur budget, ne peuvent plus justement donner des subventions aux grandes écoles. Hein. Alors, et la baisse a été très forte. Et c'est pour ça, vous avez rappelé, Paul-Henri, le taux de l'inflation, si vous regardez les 10 dernières années, c'est 21%. Et donc, c'est pour ça que nous, on aurait dû, pour être à l'équilibre, facturer à 25 000 euros. On a fait le choix de facturer moins cher. Pourquoi? Parce qu'on a, grâce à notre fondation et à d'autres dispositifs, et une meilleure gestion aussi de l'école, on a pu offrir ça un coût moins cher. Voilà les raisons. Est-ce que là, pour 2026, on a regardé, à l'ESCP, c'est 64 500 euros pour la totalité du cursus, c'est pas chaque année, bien sûr, voilà. C'est pour les 3 ans d'école. Est-ce que cet argent profite aux étudiants? Absolument. Alors, première chose, c'est que ça, c'est le tarif maximal. Vous savez, on était la première école de commerce à offrir la gratuité durant les 3 années pour les échelons Crous 4 à 7, c'est en 2021. Oui, c'est les échelons les plus élevés du Oui, et on a annoncé, vous savez, on a annoncé qu'on élargit les échelons 2 à 7. Ah, d'accord, ok. Et pour l'échelon 1, c'est 50% de réduction. D'accord. Et on a même créé un autre échelon qui n'existe pas, c'est l'échelon 0. Donc pour la classe moyenne. Donc il y a une exemption partielle de 10%. Donc vous voyez que l'idée, c'est de dire que nous sommes une école privée mais à but non lucratif, ce qui veut dire que tout ce que l'école génère d'excédent, on redistribue aux élèves en termes d'expérience, en termes de bourse. Julien Leterrier, donc vous êtes président du Bureau national des étudiants en management. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que les étudiants ont plus de mal à payer? Concernant les préparationnaires, oui. On entend de plus en plus de discours. Donc ceux qui ont fait 2 ans de classe préparatoire. Voilà, qui passent par une classe prépa pour ensuite passer les concours pour intégrer les écoles de management. On entend de plus en plus de discours de préparationnaires qui commencent à réfléchir à est-ce que j'irai dans un IAE, est-ce que j'irai à la fac. Et beaucoup de préparationnaires qui s'intéressent à l'alternance, justement, comme moyen de financement. Donc oui, il y a des signes, petit à petit, qui commencent Alors qu'avant, ils ne se posaient pas de questions, ils passaient les concours, et voilà. Là, aujourd'hui, ils regardent, est-ce que telle école pratique plus l'alternance que d'autres, par exemple? Ils sont plus regardants. Par exemple, on voit que, par exemple, HEC a très très peu d'alternants. C'est vraiment, je ne sais même pas si ça existe vraiment. Tandis qu'à l'ESSEC, par exemple, c'est un programme qui a toujours existé, qui existe depuis les années 90, donc c'est assez ancien. Après, il faut dissocier le top 5 des autres écoles de management. Un étudiant qui va rentrer dans le top 5 va peut-être pas forcément s'intéresser à l'alternance. Ça n'existe pas un étudiant qui dit non, je ne vais pas aller à HEC parce que je préfère faire de l'alternance à l'ESSEC? Non. J'ai jamais entendu. Non, vous n'avez jamais entendu. D'accord, donc ce n'est pas encore un critère de choix. Mais quand même, les étudiants, au-delà du top 5, ils réfléchissent, c'est ça? C'est ça.
Exact. C'est que pour le top 5, ils ne se posent pas de questions, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Mais après, ils se disent, finalement, est-ce que ce serait pas mieux d'aller dans un IAE? C'est ça. Ils regardent un petit peu... Ça reste minoritaire, attention, mais c'est des discours qu'on entend de plus en plus, notamment dans des salons étudiants. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur ces frais de scolarité? Lorsqu'ils annoncent comme ça, chaque fois, chaque année, des frais qui augmentent, est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous allez vous plaindre? C'est regrettable pour l'ouverture sociale, mais on comprend que les écoles aient justement augmenté leurs frais de scolarité, et les écoles font aussi pas mal de choses justement pour cette ouverture sociale. Les bourses, une exonération des frais de scolarité. Le gros problème va être pour la classe moyenne de nos étudiants en école de management qui, pour certains, ne peuvent pas forcément financer leurs études et qui n'ont pas forcément de bourse, donc ils sont un peu dans un entre-deux. Oui, pour la classe moyenne, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qui ne sont pas forcément boursiers. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de mobilisation étudiante en école de commerce pour demander à ce que les frais de scolarité baissent ou en tout cas soient maintenus? C'est-à-dire que si les frais de scolarité augmentent, la qualité sera meilleure aussi. Donc ça, on en est tout à fait conscient. On va dans une école pas pour la payer, mais pour la qualité. Si la qualité est au rendez-vous, je pense que les étudiants paieront le prix. C'est pour cette raison que les étudiants vont à HEC sans rechigner, le SCP ou autre, parce qu'ils savent justement que la qualité sera au rendez-vous. Donc il n'y a pas de mouvement de rébellion contre ça. Pourquoi, alors moi j'avais une question, Léon, vraiment fondamentale. Pourquoi les écoles d'ingénieurs sont-elles quasiment gratuites finalement? Je crois que les écoles d'ingénieurs publiques sont à un peu plus de 600 € par an. Et même lorsqu'elles sont payantes, elles ne sont pas si chères que ça. Et les écoles de commerce ont finalement toujours été payantes. Oui, c'est un choix politique, un choix de société. En fait, c'est ça qu'il faut demander au gouvernement. Et nous, on sera ravis, évidemment, pour ce que disait Julien, pour l'ouverture sociale, parce qu'on voudrait l'excellence pour tous. Et l'excellence pour tous, il faut que tout le monde puisse pouvoir intégrer les grandes écoles d'ingénieurs et aussi de commerce. Et je crois que c'est là l'enjeu, c'est à chaque fois, nous on dit, au sein des grandes écoles de commerce, on dit, mais pourquoi on n'a pas le même type justement de subvention que les grandes écoles d'ingénieurs? Et je crois que c'est un peu dommage. Et c'est la raison pour laquelle nous, ça explique un peu finalement la hausse des frais. C'est-à-dire le gouvernement, l'État français s'est dit, c'est plus important d'avoir des ingénieurs que des commerciaux finalement. En fait, c'était une culture scientifique, vous savez, et il faut. On n'a pas assez d'ingénieurs. En même temps, maintenant, dans les écoles de commerce, Julien a rappelé, le taux d'employabilité est excellent. Je veux dire, il est plus dans nos grandes écoles de commerce à plus de 90% en termes de taux d'employabilité. Et en plus, la progression de carrière professionnelle est très rapide. Et je crois que c'est ça. C'est vraiment la force, je dirais, de nos grandes écoles de commerce, même par rapport aux écoles d'ingénieurs. Ouais. Bon, c'est vrai que les écoles d'ingénieurs, au départ, avaient été créées pour l'armée. Donc c'était plutôt à l'école polytechnique, pour les milieux de la défense. C'est pour ça qu'elles étaient évidemment, on le comprend bien, beaucoup plus subventionnées, parce que c'était une question de défense nationale. Tandis que les écoles de commerce, pourtant, c'est très important le commerce pour le rayonnement d'un pays, mais c'était payant. Sinon, donc vous organisez, vous proposez une bourse. Ces bourses, elles ne sont pas si fréquentes en fait dans les écoles de commerce. Alors nous, c'est un parti pris, c'est un choix. Mais ça, c'est assez récent finalement. Alors nous, on a mis en place à partir de 2021. Vous savez, on a participé justement pour le ministre de l'Enseignement supérieur à la Recherche et l'Innovation à l'époque, un rapport commun, de dire comment favoriser l'ouverture sociale dans les grandes écoles, toutes grandes écoles d'ailleurs. Et nous, on a participé au titre des écoles de commerce et on a formulé en fait les recommandations. Et il est clair que dans les écoles de commerce, il faut qu'on favorise davantage l'ouverture sociale. Et je parlais de l'excellence pour tous. Mais un des moyens, c'est les ressources. Parce que la question, c'est que, comme on n'a pas de subvention publique, comment fait-on pour justement le prix de l'excellence? C'est ça, et comme je rappelais, pourquoi HEC offre les frais de scolarité plus de 70 000? Parce que le coût réel est supérieur finalement
le coût annuel. Comme je disais, nous, à l'ECP, c'est proche de 25 000 € annuellement. Donc, on a fait le choix d'offrir moins cher les frais de scolarité. Et donc, je pense que c'est un choix, c'est-à-dire qu'il faut trouver à la fois les entreprises, les fondations, dans les écoles, qui puissent justement venir aider, appuyer et offrir, je dirais, plus de possibilités. Mais je rappelle une chose, c'est qu'il ne faut pas que nos élèves boursiers ou même de la classe moyenne disent que c'est un frein, je veux dire, au niveau des barrières financières. Il ne faut pas que ce soit cela. On a des dispositifs dans nos grandes écoles, des prêts, par exemple, on a des prêts à taux zéro. Bon, alors pas tous, mais une certaine population peuvent avoir des frais, un emprunt à taux zéro différé, c'est-à-dire vous rembourser 5 ans après, etc. Quel est le pourcentage justement d'étudiants qui sont endettés, pour payer l'école? En fait, la grande majorité, en fait. La majorité. Mais le retour sur investissement est assez rapide, parce que je prends un exemple concret. Nous, si vous commencez votre carrière à l'international, la moyenne, c'est le retour sur investissement, c'est 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois de salaire, vous remboursez vos 3 années de scolarité. Dans un pays riche, alors, en Amérique du Nord, par exemple, ou au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis, etc. Donc, vous voyez que... Mais en France, si on reste en France, ça met beaucoup plus de temps. Alors, la moyenne, on a calculé, c'est 10 mois à l'ESCP. Ça, c'est des chiffres pour le SCP. Absolument. Parce que quand on parle d'écoles un peu moins bien classées, est-ce que vous pensez que ça vaut aussi le coup de s'endetter? Parce que parfois, avec un diplôme un peu moins reconnu, on peut avoir plus de mal derrière à trouver un emploi. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Dans nos grandes écoles, y compris lycéennes évidemment, ces grandes écoles, il faut regarder sur le long terme. En fait, il ne faut pas regarder en coût, mais c'est un investissement sur le long terme. Parce que la carrière, elle est formidable sur le long terme. Et je crois que c'est là que je rappelle, c'est le taux d'employabilité est excellent dans les grandes écoles de commerce. Et parfois, les chiffres en moyenne sont même meilleurs que dans les grandes les écoles d'ingénieurs. Donc, vous voyez, l'employabilité est nettement meilleure. Et également, sur le long terme, dans nos grandes écoles de commerce, c'est excellent. Donc, en termes de progression de carrière. Julien Leterrier, vous-même, vous avez fait une école de commerce. Est-ce que vous êtes endetté pour payer vos frais de scolarité? Oui, tout à fait. Vous avez emprunté combien? 30 000 €. 30 000 € Dans les grandes lignes. Et c'était facile d'avoir ce prêt Justement, il faut rappeler que c'était facile pour moi. Je suis boursier échelon 5, oui. Quand même. Et je n'ai eu 0 difficulté à faire un prêt auprès de la banque. On a des cas d'étudiants qui n'ont pas de garant, justement. Il faut leur rappeler que c'est aussi possible. On peut faire un prêt auprès de la BPI, justement, qui se porte garant. L'État se porte garant. Donc c'est possible. Et ce qu'il faut éviter, c'est l'autocensure des lycéens ou autres étudiants qui n'auraient pas connaissance, justement. De ces possibilités d'emprunt. Et aujourd'hui, vous pensez rembourser votre prêt dans combien d'années ou de mois Dans 5 ans, je crois que mes échéances seront terminées. Ça. Et vous remboursez combien par mois? 500 €. 500 €, c'est lourd pour votre budget? Ça rentre dans mon budget. Ça rentre dans votre budget. Et vous regrettez ou pas? Non. Non, vous regrettez pas. Du tout, ça m'a ouvert énormément de portes parce que j'ai fait ce que je voulais. Et c'est ça qui, par contre, peut être regrettable, justement, pour des étudiants boursiers, c'est qu'ils se dirigent plutôt vers des filières plus rémunératrices, alors que ce n'est pas forcément leur choix de base, simplement pour rembourser. Pour rembourser le prêt. Le prêt. C'est ce qui peut arriver. Un étudiant qui n'aurait pas forcément les moyens, justement, de payer une école, qui se dirigerait par défaut vers l'alternance, ça, ce serait regrettable. Qui se dirigerait par défaut vers des métiers de la finance, ce serait regrettable, justement. Faire le choix de l'alternance, c'est faire le choix aussi de ne pas aller dans une université partenaire, c'est faire le choix de ne pas faire un double diplôme. Oui, puis certains peuvent se dire je prends un crédit, donc je vais être obligé tout de suite de travailler, d'aller dans une entreprise qui me paye bien pour rembourser mon prêt, tandis que la personne qui n'a pas fait de prêt, finalement, va pouvoir peut-être faire une année de césure, une année à l'étranger, et être plus tranquille à ce niveau-là. C'est ça. Mais, et vous, en général, quel est le pourcentage des étudiants qui s'endettent finalement lorsqu'elles intègrent une école de commerce? Alors, je n'ai pas le pourcentage exact, mais je reçois... Mais à l'ESCP, c'est 100%, c'est 90%? Non, c'est aux alentours de 65%.
65%, d'accord. Ok. Donc, ça fait... Est-ce qu'à l'avenir, on se dirige vers un système à l'américaine, finalement, avec des frais de scolarité? Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est moins cher qu'aux États-Unis, bon, ça c'est sûr. Et même au Royaume-Uni, c'est moins cher. C'est moins cher on est dans la fourchette encore basse Oui, au Royaume-Uni, la moyenne, c'est 33 000 € pour les non-britanniques, par an. Par an. Ah oui, par an, d'accord. Donc là, aujourd'hui, en France, on n'est pas les plus chers en Europe. Non, absolument. Après, vous avez justement les écoles publiques, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Nous, la différence, c'est que nous ne sommes pas à l'université. Enfin, les écoles de commerce, les business schools ne sont pas intégrées à l'université. Oui. Donc c'est... Absolument. En fait, c'est que... Comme disait Julien, c'est le retour sur investissement. En fait, finalement, est-ce que vous allez trouver un bon emploi? Est-ce que, et sur la durée, vous avez une carrière figurante et puis dans le monde et qui vous intéresse? Je crois que c'est ça. Et je trouve que l'excellence à la française dans nos grandes écoles de commerce offre cela, c'est-à-dire une ouverture d'esprit et aussi une employabilité, mais surtout, en fait, c'est les compétences pour la vie. Et c'est ça, la vie professionnelle. Est-ce que ça vient du système des classes préparatoires, justement, qui est un peu la particularité française? Vous avez raison, c'est que les classes préparatoires, justement, il ne faut pas supprimer les classes préparatoires, d'autant plus qu'à l'ère de l'IA... C'est bien de le dire, parce que souvent, on a l'impression que, vu que vous avez créé quand même un bachelor qui fonctionne plutôt pas mal, hein, on a l'impression que les écoles de commerce ont envie de tuer un peu les classes préparatoires. Non, bien au contraire. En fait, on a créé un bachelor justement pour la complémentarité, parce qu'on ne veut pas que des étudiants brillants français partent à l'étranger pour étudier les bachelors dans d'autres universités à l'étranger. Et c'est pour cette raison-là. Et en fait, pourquoi dans les classes prépa, c'est une excellente préparation? À l'ère de l'IA, vous savez, il faut apprendre à apprendre. Apprendre à désapprendre, apprendre à réapprendre. Et dans les classes prépa, on apprend très bien ces 3 méthodes. Justement, on avait reçu à la rédaction, on avait même fait une émission là-dessus, à partir d'un livre « Ne faites plus d'études hein, », c'était le titre du livre de Laurent Alexandre et d'Olivier Babot. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure de l'IA, finalement l'IA remplace les études supérieures ? Non, l'IA ne remplacera jamais. Et d'ailleurs, ils le disent par la suite. En fait, c'est que l'IA va transformer les méthodes d'enseignement. Et aussi, il ne faut pas que l'IA soit un outil pour la paresse dans l'enseignement et dans la pédagogie. Et je crois que c'est là, c'est-à-dire que l'IA va permettre la transformation. L'IA, somme toute, reste un outil. Et donc, la question, c'est comment savoir utiliser l'IA, comment se comporter avec l'IA de manière éthique et surtout comment créer l'IA de demain. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut apprendre. Et moi, je prédis que dans le futur, en fait, dans les entreprises, on aura besoin plutôt des omniprofils. Qu'est-ce que j'entends par les omniprofils? C'est-à-dire qu'il faut à la fois être un juriste, être dans la technologie, au sens scientifique des écoles d'ingénieurs, et puis commercial. Et donc, vous voyez que ces omniprofils vont mieux servir notre société. Et tout ça grâce à l'IA. Donc là, même dans 20 ans, les grandes écoles existeront encore? Les grandes, exactement, parce que c'est une erreur stratégique de penser que les grandes écoles, l'enseignement supérieur, même les universités, n'existent plus. En revanche, il faut faire attention, c'est-à-dire que si on ne change pas, on ne se transforme pas. Ce n'est pas une révolution au sens tel, mais il faut que l'enseignement supérieur se transforme, c'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi on utilise l'IA, et il y a beaucoup de biais. Vous savez, 50% des données dans l'IA sont fausses, et donc il faut avoir le discernement et l'esprit critique. En ce moment, les jeunes ont du mal à trouver une entreprise pour signer un apprentissage. Comment ça se passe à l'ESCP et même dans les grandes écoles françaises de commerce aujourd'hui? D'une manière générale, on n'a pas de grands soucis. En revanche, là aussi, c'est un choix du gouvernement. C'est-à-dire qu'il réduit ce qu'on appelle le coût apprenti. Parce que le coût réel, je disais... C'est une façon aussi de réduire les frais de scolarité, de faire l'apprentissage. Exactement. Quand on fait l'apprentissage, on ne paye pas de frais de scolarité. Et vous avez raison. Alors, un moyen pour nous, dans nos grandes écoles, c'est de faire en sorte que les entreprises, justement, prennent le complément, le reste à charge. Parce qu'en moyenne, par rapport aux branches d'activité, c'est aux alentours de 9 000 €
où justement une école, lorsque vous prenez un apprenti, vous percevez à peu près en moyenne 9 000 € par an. Et ce n'est pas suffisant pour couvrir le coût réel. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises qui jouent le jeu et souhaitent avoir nos étudiants de nos grandes écoles, ils payent le complément. D'accord. Le reste à charge. Donc les étudiants peuvent toujours... On peut faire toute sa scolarité en apprentissage à l'ESCP ou seulement la dernière année? Non, c'est 2 ans. On peut, donc c'est la première année non de classe prépa. Nous, c'est les 2 dernières années, c'est-à-dire en M1 et en M2. D'accord. Et quel est le pourcentage de jeunes qui choisissent l'option? Nous avons à peu près 300 élèves, en fait, qui suivent le cursus. Et c'est pour des raisons financières? Alors, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons, je dirais, d'employabilité. Parce que c'est une filière extrêmement exigeante, parce qu'il faut à la fois suivre le cursus académique et en même temps être employé, c'est-à-dire dans une entreprise. Oui. Donc, c'est pas aussi facile avec le même niveau d'exigence attendu. Donc ça, c'est pas facile. Julien, ça vous a tenté de faire de l'apprentissage pour faire baisser la note? Eh ben, j'ai fait l'apprentissage en dernière année, justement dans une école de langue française, mais ça s'inscrivait dans... Comment ça s'appelle? C'était à l'ICN, l'apprentissage? Non, c'était dans une école de langue française. C'est-à-dire de... J'étais étudiant à ICN et je faisais mon apprentissage dans une école de langue française. Ah, dans une école de langue, oui, d'accord. Une entreprise? Oui, voilà, une entreprise. Oh, d'accord, ok. C'est ça. Mais ça s'inscrit dans un projet professionnel. Certes, ça a réduit la note, super. Vous n'avez pas payé la dernière année? C'est ça, mais ce n'était pas un choix par défaut, justement. Donc c'était vraiment pour... parce que ça vous intéressait, ça vous permettait de trouver facilement un emploi? Ça engrangeait de l'expérience avant de se lancer dans le marché du travail et ça m'a aidé. J'ai été pris dans mon entreprise alors que j'étais encore en alternance. Et alors, pour finir, parce que l'émission se termine, est-ce qu'il y a une chose où vous vous êtes dit « Ah, je ne regrette pas d'avoir payé au final » ? C'est-à-dire quelque chose dans une école de commerce où vous vous êtes dit « Tiens, ça, je ne l'aurais pas trouvé à la fac ou je ne l'aurais pas trouvé ailleurs ». Qu'est-ce qui faisait que l'école de commerce, pour vous, c'était mieux qu'ailleurs, finalement? Les opportunités. Les opportunités de par le réseau d'étudiants, de par les contenus pédagogiques, la possibilité, je n'ai pas saisi ces opportunités, mais d'aller dans une université partenaire, dans un campus à l'étranger, c'est ça qu'on vient chercher. C'est pour ça que les gens payent, finalement? Dans une école, principalement. Principalement. Le réseau, les opportunités... et la possibilité de faire un séjour dans une université étrangère avec le réseau de... Les doubles diplômes. Les doubles diplômes, etc. Merci beaucoup, merci Léon, Loluza, merci Julien, merci Paul-Henri d'avoir participé à cette première émission 2026. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école et bonne année.